Bonjour Zineb, et vous vouliez Bonjour. parler de ce sujet. Vous-même, vous êtes Oui. sportive licenciée dans un club ? Oui, Dans quelle activité sportive ? du handball. Du handball. Donc dans le handball, il y a possibilité de porter le voile. Peut-être, oui. Honnêtement, je connais pas toutes les règles du hand, mais oui. Bon, manifestement, vous ne souhaitez pas le porter. Moi, je ne le porte pas. Non, j'ai pas de... Non. Sur les terrains, vous pratiquez le handball depuis combien de temps, Zineb ? Ça fait 20 ans. Bon, donc vous jouez tous les dimanches un match, et puis il y a 2 ou 3 entraînements peut-être par semaine ? Exactement. Et Bon. j'ai joué à un niveau national, donc la compétition, j'en ai beaucoup fait. Bon, est-ce que c'est une demande que vous avez rencontrée sur les terrains ? Non. Bon, alors c'est un non-sujet, alors. C'est-à-dire que si depuis 20 ans... Exactement. Si depuis 20 ans, aucune, c'est très intéressant d'ailleurs ce que vous nous dites, si aucune des joueuses que vous avez rencontrées depuis 20 ans à travers... on peut citer le club dans lequel vous êtes ou vous souhaitez rester anonyme ? Non, actuellement, je suis licenciée à Loriol. L'Oriol, c'est où ? C'est pas très loin de Valence. C'est dans la Drôme. D'accord. Oui, c'est un club exactement. qui est à quel niveau de... C'est un club Quel qui a échelon ? joué à haut niveau. Ouais, c'est un club qui a joué à haut niveau. Bon, aujourd'hui, ça a un peu redescendu, mais Loriol, c'est un club qui est assez connu. De toute façon, les régions Rhône-Alpes, Drôme, c'est des clubs qui ont joué en D2, N3. Enfin, c'est des clubs. Et vous jouez à quel niveau Bah là, actuellement, je suis un peu en retraite sportive. Je joue en pré-national. Oui, parce qu'effectivement, là, vous avez, je l'ai dit... J'ai 2 enfants, donc oui. Oui, effectivement. Et puis à 32 ans, c'est la fin souvent des carrières de haut niveau, disons-le. Bon. Exactement. Mais c'est un joli sport, le handball, c'est un beau sport, et puis c'est un sport à médaille où les Français excellent. Bon, pour vous, donc, Oui. c'est le voile dans le sport, la demande des femmes, pour vous, est un non-sujet parce que ça n'existe pas. Clairement, ouais, clairement. Bon, bah, honnêtement, et c'est un non-sujet, si vous voulez, entre nous, parce que c'est ce que je disais au standard. En fait, si une fille de notre équipe ou si une fille de l'équipe adverse portait le voile, honnêtement, ce serait pas du tout un débat pour nous, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous, on est là pour jouer au sport, ça ferait aucune différence. Si vous voulez, on se serait pas, comment dire, on se serait pas, ça nous aurait pas choqué, en fait, ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire que ça contrevient à cette idée de laïcité sur le sol de France, mais je sais que pour les plus jeunes, et vous en faites partie, c'est souvent une abstraction, parce que moi-même j'ai des enfants qui sont un petit peu plus jeunes que vous, mais j'entends que pour eux c'est presque un non-sujet. Ils ne comprennent même pas le concept de la laïcité, pour tout vous dire. C'est-à-dire que la personne en face porte une kippa et un voile, parce que j'imagine pour vous, quand vous dites un voile, mais ce serait une kippa ou ce serait un signe de la religion catholique, vous auriez sans doute la même attitude. Exactement. Donc c'est un non-sujet. Vous êtes de la génération dite McDo, venez comme vous êtes. Et vous, ça vous est égal au fond. Oui, ça nous est comparé. Je dis oui, je parle en mon nom, mais en fait... Non, mais je pense que vous êtes représentatif, Zineb. Il y a beaucoup de gens qui... Alors, la difficulté, pour tout vous dire, du voile, et moi tel que je le vois, c'est que si effectivement tout le monde pouvait porter un voile et qu'il n'y avait pas de soucis, et au nom de la tolérance, je pourrais tout à fait être sur cette règle. La peur que j'ai, c'est que on m'impose ou on impose, en l'occurrence à mes enfants plus tard, etc., dans une société qui serait testée sur ces sujets de l'islam, qu'on impose. Et ce qui se passe parfois dans des pays où l'islam est majoritaire, qu'on impose à tout le monde des mœurs nouvelles qui ne correspondent pas à la société française. Elle est là, cette peur. Mais je sais que pour parler parfois avec des jeunes gens, vous n'imaginez pas une minute qu'en France, ces mœurs-là peuvent changer, qu'on puisse vous imposer, en clair, lorsque Bruno Retailleau dit les frères musulmans veulent imposer la charia en France, et c'est lui qui le dit, vous n'imaginez pas une seconde que ce soit possible, Zineb. Oui et non, parce qu'en fait, alors moi je fais partie d'une génération, comme vous dites, qui est peut-être moins sensible à ça, parce que peut-être qu'on voit pas la menace.
d'un point de vue français, hein, parce que je suis née en France et que voilà, et que j'ai grandi sous les normes, sous les règles de la République et mes sous les mœurs d'ailleurs, tout simplement. Vous dites les règles, les mœurs. Non, mais mes parents m'ont élevé comme ça. Mais en fait, d'un point de vue culturel, vu que mes parents, par exemple, viennent d'Algérie, je sais que mes parents et ma grande sœur, en l'occurrence, a vécu ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie, où il y a eu des conflits civils et donc des gens extrémistes qui ont essayé d'imposer des règles religieuses strictes, des trucs honnêtement qui pour moi sont complètement, pour moi c'est une autre dimension. Mais du coup, si vous voulez, je peux comprendre qu'à un moment donné, on se pose la question de la menace que ça peut avoir. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on est sportif, en tant que sportif, au-delà de la génération, au-delà de ma génération, en fait, on se pose pas la question. Je sais pas comment vous dire ça, mais je pense même qu'à 40 ans, quand ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on est dans un gymnase et qu'on vit des compétitions sportives, en fait, dans un gymnase, c'est comme si c'était un territoire neutre. Je sais pas comment dire, mais c'est non, pas... mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Je vous assure, et puis on comprend à travers les mots que vous mettez en place, on comprend d'abord ce que vous pensez. C'est l'universalité dans le bien sens... sûr, parce que, bien pardon, sûr. je vous coupe, mais hier, par exemple, à la radio, sur Europe 1, les gens qui témoignaient parlaient d'universalité, en disant « Oui, mais l'universalité, c'est important, etc. » Mais l'universalité, ce n'est pas être... tous pareils. L'universalité, c'est que tout le monde, c'est qu'il n'y ait pas de frontières, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est ça, l'universalité. C'est de dire qu'en fait, le sport touche tout le monde. Mais tout le monde dans le sens, toute race, toute religion, toute machin, malgré tout, en fait. On est là pour faire du sport, peu importe comment est-ce qu'on vient. C'est juste les mêmes valeurs, mais dans le sens très sportif du terme, quoi. Ouais. Bon, écoutez, moi je retiens de votre témoignage que cette demande en 20 ans vous ne l'avez jamais vue. Je retiens quand même que vous percevez l'enjeu de ce sujet, que la menace vous ne la niez pas complètement, et que vous appartenez en même temps à une génération qui sur ces sujets-là n'est pas exactement la même que la génération qui est un peu plus ancienne. Et il y a une forme de très grande tolérance dans votre génération sur des sujets où le mot laïcité n'est peut-être pas compris de la même manière que les gens qui ont 70 ou 80 ans, qui ont une exigence là-dessus plus grande. Médéric Chapiteau, et je rappelle que vous êtes ancien gendarme et que vous avez publié donc ce livre « Quand l'islamisme pénètre le sport ». Tout ça n'est pas nouveau. Et j'écoutais ce matin Laurent Tessier qui rappelait le rapport du médiateur de la République Bernard Stasi, c'était en décembre 2003. Il y a donc plus de 20 ans. Une note du service central du renseignement territorial en 2015. En 2020, une enquête du Comité national olympique et sportif français qui disait que 556 clubs affirment avoir été confrontés à des situations de communautarisme. Le rapport du Sénat en 2020. Je pourrais multiplier. Tout ça existe depuis 25 ans. Rien n'est fait. Pourquoi voulez-vous que ça change aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce qu'il y a une augmentation de la visibilité des différents signes ostentatoires religieux sur les terrains de sport, et il y a surtout une absence de cohérence républicaine par rapport à l'application des principes de neutralité dans le champ du sport. Et en fait, on arrive à de telles différences que plus personne n'y comprend rien, pour être très clair. Et surtout, ce qu'on oublie un peu trop souvent, et que j'essaye de me faire le défenseur des arbitres, qui sont, eux, en première ligne, tous les week-ends, sur tous les départements de France, à ne plus savoir comment appliquer ou pas appliquer une réglementation. Et je trouve salutaire les propos de la ministre de l'Éducation nationale, parce qu'on oublie une chose, c'est que la ministre de l'Éducation nationale est présidente de la 2e fédération sportive de France, elle est présidente de l'UNSS, qui impose la stricte neutralité aux plus d'1 million de licenciés de l'UNSS dans la totalité de leurs actions quotidiennes. Donc, elle maîtrise parfaitement son sujet dans le cadre de ses fonctions. Mais la difficulté, j'imagine, c'est de faire respecter cela. Un match, par exemple, d'étudiants, un jeudi après-midi, sur un terrain de France, une jeune fille arrive et voilée. Comment il y a
pas toujours des arbitres, en tout cas pas toujours des arbitres officiels dans ces cas-là, et je prends à dessein l'exemple d'un match d'étudiantes, ça me paraît très très compliqué. Il y a combien de fédérations aujourd'hui de sport en France ? En France, on a 118 fédérations qui bénéficient d'un agrément ministériel délivré par le ministère des Sports. Bon, est-ce que sur ces 118 fédérations, on pourrait faire un état des dispositions qu'elles ont prises ? On sait par exemple que la Fédération française de football a interdit tout port du signe religieux, mais dans toutes ces compétitions, des professionnels jusqu'aux amateurs. Alors en fait, il n'y a pas de différence entre amateurs et professionnels, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là. C'est le même règlement, on appelle ça le règlement technique et sportif, et c'est le principe de neutralité qui s'applique dans l'article 1 des statuts de la Fédération française de football, qui s'appuie pour le justifier avant la décision du Conseil d'État sur la règle 50.2 de la charte olympique qui rappelle le principe de neutralité. Quelles sont les fédérations qui sont alignées sur la Fédération française de football et quelles sont celles qui ne le sont pas ? Alors il y a eu un gros mouvement en 2024 suite aux différentes affaires et la publication de certains rapports que vous avez cités et de médiatisation. On a le rugby qui vient de basculer sur la neutralité puisque c'était pas le cas avant en août dernier, la lutte en avril 2024 et on a un mouvement relativement important. Aujourd'hui, les fédérations qui conservent, qui refusent d'appliquer le principe de neutralité sont pour le moment la fédération de handball, la fédération d'athlétisme, pour les deux qui me viennent à l'esprit en première lecture. C'est-à-dire que là, on peut faire une compétition, peut être un sportif, un athlète engagé dans une discipline athlétique, le 100 mètres, le 400 mètres, que sais-je, et courir avec le voile. Mais même lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France ? Alors c'est toute la difficulté. C'est aussi là où ça devient très compliqué, même pour les jeunes femmes qui veulent porter le voile. J'explique. En compétition sportive à la fédé d'athlétisme, par exemple, pour rester sur votre exemple, vous pouvez avoir le port du voile tous les week-ends en compétition. Par contre, si vous devez basculer comme en équipe de France, vous n'avez pas le droit de le porter, parce que vous êtes considéré comme un agent de service public. Donc il faut enlever son signe pour pouvoir pratiquer. On a eu le cas. Jeux Olympiques de Paris, il y a une athlète du 400 mètres, si ma mémoire est bonne, était dans ce cas de figure et on a compensé par la casquette pour qu'elle puisse participer aux Jeux Olympiques, mais je crois qu'elle n'avait pas fait le défilé d'ouverture sur la scène. Et vous avez d'autres compétitions où ça devient très compliqué. Si vous prenez une compétition de handball, la jeune fille peut tout faire pendant les week-ends. Si elle est très douée, ce qui est tout à son honneur, elle est sélectionnée en équipe de France, elle doit l'enlever ou ne pas jouer. Donc vous voyez qu'à un moment, c'est plus compréhensible ni pour les joueurs et les joueuses, ni pour les intervenants extérieurs, et il faut clarifier la situation. Alors comment on la clarifie ? Par une loi, sans doute ? Oui, parce qu'on peut pas laisser la pression sur les fédérations. Moi, j'ai toujours une problématique si on fait une adaptation à géométrie variable des principes de la République. Si on parle des valeurs de la République et de l'application des principes de notre République, c'est bien à l'État de prendre une décision et c'est pas à chaque fédération de faire comme il le souhaite. Et donc la loi la plus simple du monde, ce serait d'écrire que tout sportif licencié, qui est engagé dans une compétition ou même à l'entraînement, sans doute. Mais à partir du moment où il est licencié, je ne parle pas de celui qui joue tout seul dans la rue, à partir du moment où il a une licence, il ne doit exercer ce sport sans montrer l'appartenance à un mouvement religieux. Ce serait ça la loi. C'est exactement ça. C'est la différence entre le sport institué et le sport non institué. Ça, institué, c'est les fédérations, le mouvement sportif, le CNO. Bon. Là, vous êtes assujetti, dans le cadre des compétitions, à ce principe de neutralité. Bon, c'est possible, à votre avis ? C'est la proposition de loi des sénateurs et elle s'appuie sur la décision du Conseil d'État que vous avez rappelé dans le cadre de la décision du foot, de la Fédération française de foot. Donc ça tient. Alors que représente le voile ? La question a été posée ce matin à Elisabeth Borne et elle était invitée, comme vous le savez, par Sonia Mabrouk. C'était sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Alors, je sais qu'on est dans une époque où il faudrait que les choses soient noires ou blanches. Je pense que c'est plus compliqué, que pour certaines femmes, c'est la traduction de convictions religieuses. Mais je le disais, quand on impose le port du voile à une femme, à une jeune fille, ça me choque. Évidemment. Là-dessus, on peut tous être Je suis en plein accord avec ce propos-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et là, de la stigmatisation qui est derrière, on ne peut pas faire une corrélation immédiate avec le port du voile, avec le terrorisme, bien évidemment. Par contre, on doit être en capacité de séquencer les différentes étapes et d'avoir une approche pragmatique du sujet. Mais encore une fois,
c'est quand même au gouvernement à produire une loi pour uniformiser tout ça. J'ai l'impression qu'on en est au même point, pas tout à fait au même point qu'en 89 au moment du voile de Creil. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui, en 2025, qu'il n'y en avait en 1989. Et c'est ça qui peut rendre les choses extrêmement difficiles, parce que ces demandes-là existent.